Hello à tous et bienvenue sur le podcast Les Soleils Intérieurs, un podcast dédié à la découverte de soi à travers le bien-être et la santé mentale. Je suis Enora, je suis Elwen et nous sommes deux sœurs passionnées par les sujets de santé mentale et la place du bien-être au quotidien. Dans ce podcast, on a le plaisir d'accueillir des invités inspirants, des kinésiologues, des professeurs de yoga, des sophrologues, des masseurs ayurvédiques, des psychogénéalogistes et bien d'autres praticiens dédiés à l'épanouissement personnel. Après avoir traversé des épreuves comme des burn-out, des reconversions ou encore des accidents de la vie, ils ont tous en commun la quête profonde de sens. Ils ont ensuite façonné leur propre chemin et trouvé leur manière de rebondir. À travers ces entrevues, on va plonger ensemble dans leur parcours unique. Découvrons ce qui les a conduits à embrasser leur pratique et comment ils l'appliquent pour enrichir la vie de ceux qu'ils rencontrent. Au fil des conversations, nos invités partagent généreusement leurs conseils pratiques et leurs rituels bien-être conçus pour être intégrés facilement dans ton quotidien. Que tu sois en quête de sérénité intérieure, de méthodes pour gérer le stress ou simplement curieux d'explorer de nouvelles pratiques pour nourrir ton esprit et ton corps, les soleils intérieurs, c'est ton shot de bienveillance et pourquoi pas l'ouverture à de nouvelles pistes pour une meilleure connaissance de toi. Alors prépare-toi à être inspiré, à découvrir de nouvelles perspectives et à prendre des habitudes qui transformeront, nous l'espérons, ton bien-être au quotidien. Et maintenant, place à l'épisode. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Bonnie. Alors Bonnie, elle a commencé par une carrière dans le droit, mais elle a toujours su qu'elle n'était pas pleinement épanouie dans cette carrière-là. Et c'est tout doucement que s'est opérée une transition vers l'enseignement du yoga, l'organisation de retraites spirituelles et de cercles de femmes. Dans cet épisode, Bonnie, elle nous parle justement de comment s'est opérée cette transition avec beaucoup d'authenticité. Elle nous parle également de l'importance des moments de connexion en groupe, notamment dans la pratique du yoga et dans les cercles de femmes qu'elle organise. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bonjour Bonnie. Bonjour Alouette. Ravie de t'avoir sur cet épisode de podcast. Alors aujourd'hui, on t'accueille pour que tu puisses nous parler de ce que tu fais, du yoga en général aussi. Donc si tu veux te présenter de la manière dont tu le souhaites, c'est avec grand plaisir. Ouais, donc je m'appelle Bonnie. Donc je suis professeure de yoga à Nice. J'ai créé mon studio qui s'appelle l'Atelier Yoga et Pilates à Nice il y a presque 5 ans maintenant. Et ça fait une dizaine d'années que j'enseigne déjà. Voilà. Bon, peut-être on va parler un petit peu du parcours après, mais ouais, complètement, ouais. Voilà. J'ai fait évoluer aussi les propositions. Donc j'enseigne le yoga, mais j'enseigne aussi d'autres choses, et notamment je donne des stages et je propose des cercles de femmes. Pour aller un petit peu plus loin dans l'exploration intérieure. Voilà. Super. Et c'est ça, si tu peux nous parler un peu de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a amené justement à aider les gens au travers du yoga ou des cercles de femmes, ouais. Ce serait... Et n'hésite pas à donner des anecdotes, à vraiment parler de ce que tu veux. Ok. Donc mon parcours, donc assez brièvement, j'ai fait des études de droit. Okay. J'ai commencé donc par ça, sachant que au départ, je savais pas trop quoi faire. Okay. J'avais quand même une attirance vers les métiers qui liaient le corps, et aussi j'avais ce côté intellectuel qui avait besoin d'être attisé. Okay. Et j'arrivais pas à trouver en fait quelque chose qui puisse coordonner les deux. Et puis arrivé à la fin du lycée, tout ça, il fallait bien choisir quelque chose. Et puis du coup, j'ai fait de la science politique. Après, j'ai fait du droit parce que je savais toujours pas comment diriger ça. Et comme je suis très jusqu'au boutiste, j'ai fini en fait tout mon droit, même si à la moitié je voulais arrêter. Et je voulais devenir ostéopathe, mais j'ai abandonné cette idée parce que je voulais terminer ce que j'avais commencé. Donc j'ai fait tout mon droit, et puis j'ai commencé à travailler, et puis on m'a proposé. Donc en fait tout s'est enchaîné naturellement. J'ai jamais eu besoin de chercher du travail. On m'a toujours proposé quelque chose, donc j'ai accepté. Puis ça a continué, mais je sentais que c'était pas du tout ma voie. Et donc du coup, je me suis dirigée vers ça, en sachant profondément qu'il fallait que je fasse autre chose de ma vie. Dès le début, tu l'as senti ça ? Ouais. Vraiment, en fait, depuis que je suis gamine, et puis pendant mes études aussi, j'ai eu beaucoup de doutes et tout ça.
Mais bon, il y avait quand même, je pense aussi le poids social, familial, qui faisait que j'osais pas révéler vraiment ce que je voulais faire, moi. Et donc, à un moment donné, j'ai eu des opportunités avec des rencontres, et notamment une rencontre que j'ai faite juste après avoir eu ma première fille. Ok. Et aussi des expériences professionnelles qui ont fait que vraiment je pouvais plus faire ce que je faisais. Et donc cette personne m'a proposé de me former au yoga. Voilà. J'avais fait un stage avec elle après mon accouchement avec ma fille, tout ça. J'avais besoin de me recentrer. J'ai fait un stage sur quelques mois avec cette personne qui était donc ma première enseignante. Et donc à la fin du stage, elle m'a proposé de me former et j'ai accepté volontiers. Et ça a été très très enrichissant. Je pensais pas tout de suite aller enseigner. Et puis finalement, ça s'est fait naturellement avec mes amis, ma famille, tout ça. Et j'ai senti que voilà, j'avais quelque chose à transmettre et ça me nourrissait beaucoup. Donc, de fil en aiguille, je continuais à travailler, j'avais mon bébé et je continuais et j'ai commencé à donner des cours. Et voilà. Et puis ça s'est passé comme ça quelques années. J'ai continué, j'ai diminué mon ancien travail. Ouais. Tout ça s'est fait vraiment très très progressivement parce que je suis très raisonnable et que j'allais pas tout lâcher comme ça. Ouais. Il y a aussi beaucoup de croyances, beaucoup de peurs qui ont fait que ça me retenait. Et puis un jour, j'ai dû prendre une décision et trancher. Voilà. Et c'était quand justement que tu as pris cette décision-là ? Alors, après ma deuxième fille, j'ai su que là, il fallait vraiment que je m'arrête. Fait exprès, j'ai encore une amie qui m'a demandé de l'aide pour l'aider à soutenir son projet professionnel. Donc, c'est toujours mon ancien job qui me ramenait vers ça. Ouais. Mais bon, voilà, j'étais à moitié du temps et puis j'ai ouvert mon studio de yoga. Okay. Là, j'ai pris cette décision et à un moment donné, si je voulais faire grandir ce projet-là, il fallait que je me mette à 100% dans le projet. Donc, ça fait vraiment 2 ans que j'ai arrêté mon ancienne activité et que je fais que ça. Ok, et donc à peu près combien de temps ça t'a pris cette transition justement pour passer de ton job d'avant à maintenant ? Presque 10 ans. Ok. Ouais. Et comment tu te sens à l'heure actuelle ? Je me sens bien plus épanouie, même si en effet le rôle d'auto-entrepreneur, d'avoir son bébé à gérer et puis d'avoir cette insécurité de savoir comment on va amener un projet, comment le développer et trouver l'équilibre en fait entre maintenir, si tu veux, le discernement et puis garder cette pureté de l'enseignement avec les obligations matérielles en fait de la vie. Complètement. Donc c'est ça qui est très délicat à trouver en fait. Vraiment c'est un jeu de marionnettiste et de pas se laisser submerger par les obligations, par la peur de pas y arriver, quoi. Parce que ça peut se ressentir aussi dans la manière dont tu vas être avec les personnes que tu accompagnes, dans tes cours. Exactement. Donc c'est ça, c'est trouver le véritable équilibre entre le côté matérialiste, parce que c'est sûr qu'une entreprise, ça se développe. Il faut que ce soit rentable, parce que sinon ça n'existe pas. Voilà. Et à côté, pouvoir aussi offrir tout ce que tu as à offrir aux gens. Exactement. Et si tu peux justement nous parler plus en détail de ce que tu proposes dans tes cours, etc., les cercles de femmes, ouais. Ce sera avec plaisir. Alors, déjà, je vais commencer par le yoga, par le studio. Donc maintenant, j'ai réuni une équipe au studio et on est 4 professeurs de yoga. Il y a d'autres professeurs qui proposent du pilates aussi. Okay. Donc c'est vraiment très complémentaire. Moi, j'ai voulu vraiment donner aux personnes la possibilité d'utiliser les différents outils en fait pour se sentir fort dans leur corps. Donc renforcer le corps et en même temps apaiser l'esprit. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs disciplines qui sont proposées. Okay. Mais le yoga a quand même une grande partie
de l'emploi du temps. Donc, chaque professeur a son domaine particulier, sa personnalité aussi et son expérience. Donc, il y a plein de choses qui sont proposées. Donc, je vais parler plutôt pour ma part. Donc, moi, donc ça fait 20 ans que je pratique le yoga. J'ai fait plein de choses et je m'intéresse à beaucoup de choses aussi. Donc, du coup, mes séances de yoga sont un mélange de tout ce que j'ai pu expérimenter personnellement et aussi de ce que je continue à apprendre, puisque je continue à apprendre aussi. Donc, voilà, moi à la base, je suis formée avec l'Ashtanga Yoga, donc c'est une pratique plutôt dynamique. Ashtanga Vinyasa, donc c'est lier le mouvement avec le souffle dans une pratique dynamique du corps, mais que j'adapte complètement au groupe qui est dans la séance. Donc, en début de séance, je demande toujours, voilà, comment les gens se sentent, est-ce qu'il y a des douleurs, des choses comme ça. Et en fait, je prépare jamais mes cours. Je m'adapte complètement à ce qui est là dans l'énergie du groupe et aux besoins des personnes. C'est l'avantage aussi de l'atelier puisque c'est un petit espace, donc on n'est pas beaucoup. Au maximum, les personnes sont 10. Ça me permet d'aller vraiment ajuster et de faire un petit peu dans la dentelle. Là, complètement. Voilà. Donc, du coup, voilà, je donne ce type de yoga-là. En même temps, il y a du yoga du son, puisque moi, j'utilise beaucoup le son, la vibration, à la fois avec les instruments, avec la voix aussi. J'inclus du yin yoga aussi. Je donne des séances exclusivement de yin yoga aussi avec, pareil, du son. Et puis, voilà, c'est un grand mélange de tout ça. Dans chacun de mes cours, mais avec une petite dynamique différente pour se conformer l'intitulé du cours, voilà. Mais en gros c'est ça. Et puis j'ai décidé aussi l'année dernière d'installer des infrarouges et de pouvoir pratiquer le yoga dans le chaud. Donc, ce qui est intéressant l'hiver quand on a besoin un peu de se sentir, de sentir que il y a une sorte d'enveloppement. Notamment dans les cours de yin yoga dans le chaud, c'est génial l'hiver que tu puisses te retrouver dans un petit cocon et te détendre vraiment. Et aussi les pratiques dynamiques parce que ça vient détoxifier le corps vraiment à travers la sudation en fait. Hein. Il y a des pratiques comme le Bikram yoga qui ont utilisé ça. Donc là c'est pas cette dynamique là, mais on va faire du yoga en détox avec le chaud et c'est très intéressant de le faire aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt l'hiver, l'été. Voilà, je m'adapte en fait aux saisons aussi. Super. Donc j'ai arrêté l'été parce que pour moi c'est le corps doit être respecté aussi et de pas forcer en fait quand il fait chaud à l'extérieur, on n'a pas besoin d'en rajouter. C'est aussi de suivre ces grands principes de l'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne et qui est la sorte du yoga. Et de lier un petit peu toutes ces intelligences-là, voilà, dans les propositions que je vais faire à l'atelier. Mais génial. Et pour toi, qu'est-ce que le son, justement, apporte en plus dans un cours de yoga? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez les gens Alors, pour moi, c'est vraiment cette reliance avec la spiritualité du yoga. Ok. C'est le retour que j'ai de beaucoup de personnes qui viennent me voir. Peut-être une personne qui va essayer, qui vient juste pour se faire du bien parce qu'elle a mal au dos ou quoi que ce soit. Ça va réveiller, ce que tu disais, c'est vraiment comme un réveil de se dire « Ah, mais il s'est passé quelque chose de différent, je suis venue chercher quelque chose pour mon corps et il s'est passé quelque chose dans un autre plan, qui est le corps physique. » Et donc, pour moi, c'est vraiment se relier à cette spiritualité du yoga à travers la vibration. Dans beaucoup de cours de yoga, moi, je vais trouver, au côté physique, je vais être bien, je vais me sentir bien, je vais me sentir forte et tout ça. Mais parfois, il manque ces petites choses, c'est cette reliance, en fait. Et à travers le son, c'est quelque chose qui vient naturellement et instinctivement. Ça réveille quelque chose dans la mémoire ancestrale en fait des personnes. Et on va dire qu'à 99% ça fonctionne.
C'est ça, les gens ils sont plutôt réceptifs. Justement, tu sens que ça vient débloquer des choses, pas forcément débloquer, mais réveiller. Et est-ce qu'il y a des sons qui permettent, tu trouves, qui permettent justement de réveiller plus de choses chez les gens? Est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu utilises aussi comme son? Ouais. Alors tous les sons vont réveiller quelque chose. Ça va parler plus ou moins à une personne. Ouais. Il y a des sons qui vont déranger certaines personnes. Ok. Mais en général, tout le monde s'accorde avec l'instrument voix. C'est-à-dire qu'avec la voix, en général, les gens sont touchés. Parce qu'à travers la voix, il y a quelque chose, il y a une transmission de notre intimité, en fait. Okay. Et donc, ça crée une sorte de connexion cœur-cœur. Moi, je sens comme ça. Quand on chante, quand on utilise sa voix vraiment en se reliant à son intime, les gens vont le sentir, ça va passer en fait. Et c'est ça que les gens viennent réveiller. C'est l'ouverture du cœur avec la voix. Mais bon, sinon, j'utilise des instruments très intuitifs comme les koshi, c'est les petits instruments en bois qui utilisent en fait du verre ou du cristal et qui vont faire un petit bruit très doux. Qu'est-ce que j'ai le tambour, bien sûr. Les petits tingsha, j'ai l'harmonium, la shruti box. Enfin, il y a plein d'instruments comme ça qui utilisent notamment l'air, en fait, des instruments d'air. Voilà, et puis d'autres choses. Ouais, non, mais c'est ça. Mais je pense que ce que les gens viennent aussi rechercher dans ce que tu proposes, c'est justement toute cette, je dirais peut-être pas innovation, mais quelque chose de plus singulier, quoi, qui apporte quelque chose de différent par rapport à un cours classique d'Ashtanga. Oui, voilà. Même si, voilà, dans les cours traditionnels, en Ashtanga, en Hatha, tout ça, en Hatha Yoga. Traditionnellement, il y a toujours un mantra qui est chanté. Oui. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de professeurs n'osent pas utiliser ça, et peut-être par peur d'être jugés ou simplement que ce soit peut-être pas bien reçu. Voilà, c'est vraiment cette crainte d'aller trop justement vers l'intime de l'autre. Et les professeurs n'osent pas, et c'est bien dommage parce que les mantras, c'est vraiment la source du yoga pour moi. Vraiment, il y a quelque chose, on vient invoquer quelque chose dans une séance de yoga. On fait du bien au corps, on utilise le corps pour lui faire du bien, mais ça va au-delà de ça. Pourquoi le corps doit être bien? Pour pouvoir ensuite être un véhicule utile à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand en fait. Plus grand que son corps, plus grand que soi, et se mettre au service de quelque chose derrière. Donc c'est vraiment cette connexion-là qu'on vient rechercher pour moi dans une séance de yoga. Sinon on va dans un cours de gymnastique ou de pilates et on va faire autre chose. Voilà. Ouais, bien sûr. Et justement, toi, quand tu as commencé à pratiquer le yoga, qu'est-ce que tu recherchais dans cette pratique quotidienne? Et aussi, qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de vivre, en fait, tout simplement, ou de percevoir le monde? Parce que c'est, comme tu le dis, c'est une pratique très spirituelle qui, ça peut être intéressant, par exemple, tu vois, pour les personnes qui ont envie de se lancer dans le yoga, mais qui savent pas forcément quels peuvent être les bénéfices sur le long terme ou au quotidien. Donc, si tu peux nous en parler par rapport à toi, en fait, ton vécu. Alors, je vais raconter une petite anecdote. En fait, c'est comment j'ai découvert le yoga. Parce que là, je parle beaucoup de spiritualité. Et pour moi, voilà, aujourd'hui, c'est ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et quand j'ai commencé, c'était pas du tout ça. Donc, les gens, il faut bien faire le premier pas. Et en effet, ça peut un peu freiner des cas de fer quand on entend ce discours-là. Et quand on n'a pas vécu en fait cette expérience. Donc en fait, je faisais mes études de droit et pour payer mes études, j'allais travailler le week-end et j'ai travaillé dans une salle de sport, donc de fitness, comme on peut en trouver dans tous les coins de rue. Et donc je travaillais là et je faisais tous les cours que la salle proposait. Donc j'ai testé tout ce qu'il y avait et il y avait un cours de yoga qui était proposé. Donc je suis allée faire le cours de yoga de la salle de fitness.
Et là, j'ai eu un crush, quoi. Ok. Et j'ai eu vraiment une grande connexion avec justement le prof qui donnait le cours. C'était un cours d'Ashtanga. Je ne savais pas. Ils avaient appelé ça Power Yoga, un truc. Bon, voilà. Mais c'était de l'Ashtanga. Et en fait, ce que je me rappelle pas le visage du prof parce que je l'ai pas eu pendant très longtemps. Mais je me rappelle de sa voix. Et en fait, sa voix m'a vraiment permis de me connecter à l'essence de la pratique. Et en fait, on chantait le Om au début, à la fin, on chantait le mantra d'ouverture, et puis il y avait cette pratique très physique, moi qui m'allait très bien, j'avais 20 ans, 19-20 ans. Okay. Mais à la fin, tu arrives en Shavasana, en relaxation, et là, il se passe un truc. Donc même quand tu utilises que cette pratique pour ton corps, ton physique, à la fin, il y a toujours cet espace de Shavasana, d'intégration, qui fait que quand tu relâches à ce moment, il peut se passer quelque chose. Voilà. Mais c'est de laisser cet état de réceptivité avoir lieu, s'abandonner un petit peu. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Donc c'est vrai que ça permet peut-être aux gens, quand j'explique un petit peu comment moi je suis venue à ça, de se dire oui, il y a toujours un premier pas, et puis là en fait la pratique elle évolue avec le temps, avec les expériences de vie aussi. J'ai pas toujours été non plus régulière dans ma pratique. J'ai eu des périodes où j'ai eu des obligations professionnelles, familiales et tout ça, et j'ai lâché, mais je suis toujours revenue. Et maintenant, ce que j'essaye de mettre en place et de communiquer auprès de mes élèves et des gens qui m'entourent, c'est d'être le plus régulier possible, parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec des expériences de vie douloureuses, des épreuves aussi, qu'en fait, c'est là où ça m'a le plus aidé. Voilà, donc quand les gens vont bien, en général, ils viennent, ils sont hyper réguliers, tout ça, et quand ils vont pas bien, ils s'arrêtent, ils se planquent, et ils font la petite boule chez eux. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut persévérer et être discipliné. Il y a vraiment cette notion-là de discipline qui, pour moi, est super importante. En général, dans la vie, mais dans le yoga, c'est écrit dans les textes. La discipline, c'est un des premiers préceptes, des premières choses qu'on doit mettre en place. Voilà. Trop bien. Et ouais, donc et aussi donc toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Est-ce que tu vois des bénéfices? Justement, t'as dit que t'avais des fois où t'as arrêté de pratiquer. Est-ce que t'as ressenti justement les manques ou des effets que t'avais plus quand tu le pratiquais pas? Ouais, clairement. Des fois, en fait, comme je pratique tous les jours et que j'enseigne tous les jours, quand je pars en vacances, je me dis là, je vais faire un break et j'arrête. Et en fait, au bout de quelques jours, j'ai mal au dos, je me sens pas bien, je me sens lourde. Et en fait, je me rends compte que, en fait, j'arrête ma pratique quotidienne et là, il n'y a plus rien qui va, et ni le corps, ni le mental. Donc, j'ai compris que même en vacances, il fallait que je continue. Ouais. Faut pas que tu lâches, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est pas obligé d'être 1 heure de pratique tous les jours. C'est pas obligé de. Voilà, c'est quelques minutes chaque jour. Ça peut être aussi que des respirations. Voilà, on peut aussi, si on n'est pas en forme, si je parle pour les femmes parce qu'on va peut-être en parler de ce sujet-là derrière. C'est la période des lunes, la période des menstruations. On n'a pas la force, l'énergie d'engager le corps dans une pratique. C'est juste de se poser, de prendre quelques moments pour faire du pranayama, de la respiration. Et là, on pratique aussi le yoga. Donc, ouais, complètement. C'est juste en fait l'idée de prendre du temps pour soi et de se reconnecter un peu à soi-même, quoi. C'est un moment, rien que ça, en fait, c'est beaucoup, quoi. Dans une journée, ça apporte énormément, ouais, j'imagine. Ouais. Et oui, carrément. Donc, toi, tu organises aussi des cercles de femmes, des retraites spirituelles aussi. Et donc tout ça dédié aux femmes, hein. On est oui. Surtout, pour l'instant 100% féminin. Ouais. Mais c'est très bien. Donc raconte-nous un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi est-ce que tu as commencé à organiser ce type d'événement? Et voilà. Un vaste sujet. Ouais, j'imagine, ouais. Alors,
pourquoi j'ai commencé, quand j'ai commencé. Donc, j'ai commencé vraiment à donner, je crois que mon premier cercle que j'ai donné, c'était il y a 4 ans maintenant. D'accord. Moi, j'avais personnellement jamais participé à un cercle de femmes en tant que tel. J'avais participé en fait à notamment une formation avec une enseignante à moi qui est devenue une amie depuis, où en fait il y avait un cercle qui était proposé. Fait exprès, il n'y avait que des femmes dans cette formation. Mais du coup, j'ai découvert le cercle de femmes comme ça en fait dans une formation de yoga. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans les échanges, dans les témoignages. Et ensuite, je suis allée creuser en fait ce sujet parce que ça m'a vraiment interpellée et j'ai senti que ça m'avait fait beaucoup de bien en fait de libérer ma parole de cette manière-là. À l'époque, je chantais pas encore et je parlais pas beaucoup. Et en fait, c'était très très libérateur de pouvoir parler, en fait, déposer un témoignage dans un cercle en ayant tous ses yeux braqués sur soi, ouais. mais en n'ayant pas en fait de jugement et de répondant sur ce qui était déposé. Donc c'est le principe du cercle de parole, c'est que tu vas déposer un témoignage, mais c'est pas une discussion, donc il n'y a pas de rebondissement sur ce que tu déposes. Donc du coup, il n'y a pas de sensation d'être jugé ou d'être épaulé ou quoi que ce soit. Tu es un peu face à toi-même et voilà, tu parles, et en même temps que tu parles, il y a quelque chose qui fait que « Ah, mais pourquoi je dis ça ?» Et en fait, dans ta conversation que tu as avec toi-même, tu évolues et tu trouves des solutions par toi-même, ou tu trouves des clés. Et c'est hyper, hyper intéressant de voir comment le processus s'organise naturellement, avec le soutien des personnes qui sont là. Et donc, du coup, je suis allée creuser, j'ai beaucoup lu sur ce sujet-là, j'ai commencé à chercher des personnes qui faisaient ça et tout ça. Et je trouvais pas autour de moi, ou en tout cas, il y a personne qui m'appelait pour venir participer à leur cercle. Et les personnes qui donnaient ça, vers lesquelles j'étais attirée, à l'époque, ne proposaient pas à distance, et moi, je pouvais pas partir, j'avais mes enfants qui étaient petits et tout ça. Donc je me suis dit, tant pis, je vais l'organiser moi. Et puis on verra bien. Et finalement, ça s'est super bien passé. Et j'ai adoré guider ces moments. Et il se passait des moments magiques. Et moi, le premier cercle, je m'en rappelle encore, il y a vraiment eu des témoignages hyper puissants, hyper forts. Et il y a eu, pour moi, des espaces de guérison qui se sont passés. Donc, j'ai voulu continuer et persévérer. Et puis, depuis, j'ai rencontré des enseignants et voilà, j'ai eu plein d'échanges par rapport à ça. Et moi-même, je fais partie aussi de cercles où je suis pas guide, mais c'est intéressant d'avoir les deux versants. Voilà, donc je propose ces cercles de femmes. J'essaie de le proposer régulièrement, l'année, 1 fois par mois. Soit la nouvelle lune, soit la pleine lune, parce que j'aime bien travailler aussi avec les énergies astrologiques. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que, par exemple, c'est plus intéressant, pas intéressant, mais pourquoi organiser justement des cercles de femmes à cette période de l'année? Si tu peux nous en dire plus, moi ça m'intéresse complètement. En plus, j'y connais pas grand-chose, donc. Ouais. En fait, la femme en tant que telle, elle est reliée aux énergies lunaires. Okay. Parce que le cycle féminin, donc je parle des menstruations, le cycle féminin est calé sur le cycle lunaire. Donc à peu près 28 jours, on suit le cycle lunaire. Et donc il y a une vraie connexion avec cette énergie de la lune. On dit que la lune, en yoga aussi, ça rejoint aussi tous les enseignements du yoga où on parle beaucoup du soleil et de la lune. Et Hatha Yoga, ça signifie le soleil et la lune. Et en fait, c'est l'unité des deux. Et le soleil, pour faire très simple, le soleil c'est relié à l'énergie masculine, la lune à l'énergie féminine, le yang, le yin. Dans les traditions comme le taoïsme aussi, on le retrouve. Donc il y a plein de cosmogonies universellement qui reconnaissent ces deux énergies-là, qui doivent se complémentariser en fait pour trouver une harmonie et un équilibre. Et donc la femme, elle est reliée aux énergies de la lune. Et si on se connecte consciemment à cette
à cette énergie lunaire à travers nos cycles féminins. On amène de la conscience là-dessus. On voit en fait que notre énergie à la fois physique, subtile, énergétique, elle fluctue avec les phases d'ascension lunaire, de descente lunaire, le pic de la pleine lune et la nouvelle lune où la lune n'est plus là. Donc il y a comme des saisons en fait dans ce cycle. Donc il y a quatre saisons et 4 phases de lune. Et donc la femme, elle suit cette cyclicité aussi. Donc c'est intéressant pour moi de lier les cercles de femmes avec cette énergie lunaire. Et puis, dans le ciel, moi je vais toujours regarder un petit peu, je me suis un peu intéressée à l'astrologie, donc j'aime bien regarder ce qui se passe dans les énergies astrologiques. Et je vais donner des petites clés ou des petites informations en début de cercle sur les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Et en général, les femmes, elles vont percuter sur des petites choses. Ça va les relier en fait avec ce qu'elles vivent dans leur vie quotidienne. Elles vont se dire « Ah oui, mais c'est pour ça que peut-être j'ai vécu ça, peut-être parce que je l'ai ressenti comme ça, parce qu'il y a telle énergie qui est en présence. » Il y a une sorte aussi de déculpabilisation aussi qui peut s'opérer parce qu'il y a une mise en conscience sur quelque chose de très global qui se passe et avec lesquels on va être influencé au niveau donc énergétique. Donc il y a une influence, on va dire, extérieure vers l'intérieur et comment je vais répondre de l'intérieur vers l'extérieur quand j'en ai conscience. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc ça répond à ta question, pourquoi je le mets à telle ou telle période. Et je rebondis juste pour donner l'anecdote, puisque là, le dernier stage que j'ai donné, c'était il y a 2 semaines, à peu près. C'était au moment du solstice d'été, et en même temps, il y avait une pleine lune. Et donc, j'ai voulu caler ce week-end de stage sur ça, et en fait, ça a été hyper puissant. Il y a vraiment... on sent en fait, c'est pas descriptible forcément avec des mots, mais on sent qu'il y a quelque chose qui élève beaucoup la vibration, qui fait qu'il peut se passer des choses plus intenses, plus guérisseuses, plus thérapeutiques. Et voilà, on va travailler avec les énergies, voilà, dans un même mouvement. Et par exemple, bon, je dirais pas qu'il y a un profil, mais quel type de femmes justement viennent dans les cercles que tu organises et qu'est-ce qu'elles viennent y chercher aussi? Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, justement aussi pour les personnes qui se demandent comment ça se passe, les cercles de femmes et à qui ça s'adresse aussi. Ouais. Alors, bon, déjà pour commencer, je dirais que ça s'adresse à toutes les femmes, à n'importe quel âge, à partir du moment où elles sont rentrées dans le cycle féminin. Bon, si elles sont très jeunes filles, faudra attendre un petit peu, voilà, qu'elles puissent être suffisamment matures pour aussi recevoir les témoignages qui peuvent être parfois un petit peu denses. Bien sûr. Donc, je dirais entre 17-18 ans jusqu'à pas d'âge. Et dans les cercles, j'ai vraiment tous les profils. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont entendu parler de cercles de femmes et qui ont jamais fait ni de yoga, ni de cercle et tout ça, et qui sont juste là par curiosité. Donc il y a vraiment une curiosité, mais il y a toujours quelque chose derrière, inconsciente. Et puis il y a des femmes qui sont en recherche vraiment de spiritualité, qui sont en recherche, en quête de sens aussi, qui sont parfois perdues, elles savent plus où elles en sont dans leur vie personnelle ou professionnelle, ou d'autres femmes qui vivent un moment clé, une épreuve, et qui viennent chercher un espace de soutien. Donc il y a vraiment tous les profils possibles, mais je dirais que quand même la majorité, ce sont des personnes qui ont une recherche intérieure, en tout cas qui ont envie de développer leur sensibilité intérieure. Voilà.
Ok. Et est-ce que tu as des anecdotes peut-être à nous partager par rapport à ce qui peut se passer pendant ces cercles-là, si tu as envie d'en parler? Je te laisse réfléchir si tu veux, ou si tu veux pas. Alors attends, je réfléchis. Oui, t'inquiète pas, je te prends un peu au dépourvu. Alors je peux pas forcément raconter une anecdote d'un cercle, mais je vais raconter une petite anecdote qui se passe parfois dans les stages. Pour moi, le stage, c'est un grand cercle sur quelques jours, donc Ok. c'est un petit peu la même chose. En fait, dans les cercles, il y a une règle qui est super importante, c'est la confidentialité. Bah oui. Donc, du coup, je vais garder ça. Mais j'aimerais partager quelque chose d'assez anecdotique. En fait, aussi pour enlever un a priori qu'on pourrait avoir sur ces espaces-là. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont pas oser y aller parce que c'est justement trop spirituel ou trop thérapeutique ou trop dense et tout ça. Et en fait, dans les stages, j'ai une personne qui vient, qui est devenue une amie aussi, parce qu'elle vient à tous mes stages. Et la dernière fois, elle me disait, c'est génial parce que moi, je viens dans tes stages parce que je vais autant pleurer que me prendre des fous rires. Et en fait, elle vient là pour libérer, lâcher prise et en fait connecter avec sa sensibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ça peut passer par plein de choses différentes. Et on n'est pas obligé d'être toujours hyper sérieux, hyper contrôlante, justement. Et parfois, se prendre un fou rire parce que la situation, même si on est en train d'être dans un processus, un travail, où on est en train d'être dans un moment où on pourrait dire, là, il faut rester sérieux. Non, tu peux te prendre un fou rire et c'est ok. D'accord. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation de rien, en fait. Et en ça, ces espaces sont hyper libérateurs. Mais vraiment, et en fait, c'est de créer ces espaces, c'est aussi d'être... moi, je reviens sur mon rôle, c'est de créer un espace où les femmes se sentent suffisamment en sécurité et en bienveillance les unes avec les autres. Et ça, c'est mon rôle, c'est aussi le rôle de chacune. Mais moi, je maintiens ça comme celle qui réunit ces femmes-là, pour que justement il se passe ça, qu'on puisse lâcher ce qui a besoin d'être lâché à ce moment-là. Et quand on est dans cet espace en sécurité, on se sent bien avec soi, on se sent bien avec les autres. À ce moment-là, il se passe des trucs assez inattendus. Ouais, complètement. Et tes stages, ça dure combien de temps à peu près? Combien de jours? Soit sur 4 jours, soit sur 3 jours. Ok. Voilà. Et est-ce que tu en as de prévu pour les gens? Après, on parlera un petit peu de ton actualité à la fin, mais si justement tu en as de prévu cet été, si tu veux partager ça avec les gens qui nous écoutent. Alors, j'en ai un de prévu, c'est le dernier de l'année, sur 3 jours. Qui sera au mois d'octobre. Donc, c'est pour clôturer les stages de l'année. J'en avais proposé un par saison cette année pour se relier en fait à chaque archétype du cycle féminin. Donc là, c'est le dernier au mois d'octobre. Il est complet déjà. D'accord. Et donc, comme c'est complet, je pense peut-être créer un ou 2 événements cet été. Peut-être sur une journée ou peut-être sur juste un petit week-end. Voilà, je suis en train de réfléchir à ça. C'est pas encore, les dates sont pas encore fixées ni rien, mais je suis en train de réfléchir à ça, peut-être pour le mois d'août. Ok. Voilà. Bon, dans tous les cas, on donnera les informations aux personnes qui veulent rejoindre, qui sont vers Nice ou le sud de la France. Et sinon, je voulais terminer avec tes petites astuces, toi, au quotidien, pour te sentir bien, que ce soit le yoga, une façon de manger particulière ou ce que tu veux. Ok.
Alors moi, mes petits rituels de yogi, c'est le matin au réveil. Donc il y a des choses que je fais le matin. C'est des petits rituels de purification de yogi. Donc je me nettoie la langue, je me nettoie le nez pour pouvoir avoir l'espace propre pour respirer. Et le matin, j'essaye de faire mes respirations, mon pranayama. Si j'ai le temps et si j'ai la forme, je fais ma pratique perso. Ça peut être une pratique d'1 heure, je peux suivre avec une enseignante à moi ou toute seule. Mais ça peut être 5 minutes, quelques salutations au soleil ou juste quelques étirements. Ça dépend des jours, ça dépend comment je me sens, à quelle période de mon cycle je suis. Vraiment, la première chose, c'est de se mettre à l'écoute de son besoin. Donc ça, c'est mon premier rituel, c'est de me dire comment je me sens aujourd'hui, de quoi j'ai besoin, et puis de faire ce qui peut être fait en fonction aussi des obligations professionnelles, familiales, etc. Donc ça, et puis ce que je pourrais partager aussi, c'est que une fois par mois ou une fois dans la semaine, j'essaie d'avoir un rendez-vous régulier pour vraiment faire un petit rituel. Soit moi j'apprends le chant beaucoup, donc pour moi, mon rituel, ça va être d'apprendre un chant, par exemple. Donc, toutes les semaines, moi, j'apprends des chants et tout ça. Donc, c'est aussi mon rituel chaque semaine de venir me poser et d'écouter le chant et puis de le retranscrire. Et voilà. Moi, c'est une sorte de méditation aussi, le chant. Mais ça peut être autre chose, mais pour moi, un aspect un peu créatif. Voilà. Donc, ça va être quelque chose qui utilise la créativité féminine aussi. Donc, ça pourrait être, je sais pas, moi, écrire, peindre, chanter, cuisiner, quelque chose que vous aimez faire et qui naturellement, en fait, en ayant besoin de trop chercher, mais qu'est-ce que je peux faire, non, là je suis nulle, là je suis bien, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que j'aime faire en fait, et le ritualiser, voilà, d'allumer une bougie, de mettre un petit peu d'encens, de se purifier avec de l'encens, avec une plante, de la sauge ou du palo santo, ce que vous avez sous la main, du romarin dans votre jardin, de cueillir une petite fleur, de la mettre sur votre autel. Voilà, ça c'est un rituel et ça vient vous connecter avec vous-même en fait. Et il n'y a rien de compliqué. C'est juste d'aller se connecter aussi aux éléments, de voir, voilà, il pleut, je vais être à l'intérieur, qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur de chez moi, il fait beau, je peux peut-être aller me baigner dans la mer si je suis à Nice. Et c'est mon rituel et je vais me connecter à l'élément de l'eau, enfin voilà, connecter aussi aux éléments. Et justement, connexion aux éléments, quand c'est la pleine lune, quand c'est le solstice d'été, est-ce que toi, tu as des rituels qui sont vraiment pour ces moments précis dans l'année ? Ouais, il y a des rituels que j'aime bien faire au moment des solstices et des équinoxes. C'est des moments un peu clés dans l'année. On dit que c'est des portails énergétiques où le monde visible et le monde invisible sont très proches, en fait, où le rideau entre les deux est très très fin et donc on va pouvoir connecter un petit peu plus intensément au monde de l'invisible. Voilà, donc ça c'est si on y croit bien sûr, mais en tout cas il y a comme un pic à un moment donné, on va le sentir même si on ne croit pas au monde de l'invisible, il y a quelque chose dans l'énergie où naturellement au solstice d'été c'est le jour le plus long de l'année, donc on va connecter beaucoup à l'extériorité, au soleil, on va se connecter à cette énergie ascensionnelle de l'été au point culminant du soleil. Et donc, oui, on peut avoir des rituels et notamment là pendant le stage, on a fait une belle cérémonie du feu. Donc, on a connecté à l'élément du feu qui représente ce soleil et on a connecté à cet élément en particulier avec des chants, avec des danses et c'était très joyeux en fait. C'est aussi d'amener de la gratitude à travers la joie aussi dans ces moments-là. Ouais, complètement. Et puis à plusieurs, c'est encore plus intense, quoi. Là, les énergies, elles sont décuplées, quoi. Ouais. Alors, il y a vraiment ce soutien et puis cette énergie du groupe qui vient élever la fréquence. J'ai une amie qui parle de vortex.
énergétique. Et en fait, en effet, ça crée une dynamique quand on est un petit groupe, même pas beaucoup, mais un groupe, et qu'on va dans la même direction avec notre intention. Eh ben, on vient élever notre intention un petit peu plus haut, un petit peu plus intensément, et on peut élever la vibration ensemble. Ouais, complètement. Moi, j'avais vécu ça je pense que c'était pendant le confinement. J'avais fait des méditations à distance, mais en groupe. Et franchement, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Ouais. Je ressentais les choses beaucoup plus fortes, en fait, et je ressentais tout le collectif, en fait, le fait d'être tous ensemble et de méditer ou de prier pour la même chose, et c'était dingue. C'est hyper puissant. Ouais. Et donc ça peut se passer dans une méditation comme ça peut se passer dans un chant. Quand on chante et qu'on est 10, 15, 20, moi des fois j'ai chanté, on était 40. C'est incroyable ce qui peut se passer, vraiment, c'est très très fort. Et puis ça peut être aussi dans un cours de yoga, c'est différent quand on est seul et quand on est en groupe, il se passe d'autres choses. Donc vraiment, pour moi aussi, revenir à ce développement sensible de notre individualité, donc se relier à notre intérieur, c'est aussi aller vers l'autre, en fait. Parce que je suis suffisamment connectée à moi-même, à mes besoins, à mes ressentis, je peux ouvrir à cette connexion à l'autre, et dans cette volonté d'unité, en fait. Le yoga aussi, c'est ça, c'est cette recherche d'unité. On est dans un monde de dualité, toi t'es là, moi je suis là, on vit des expériences, l'intérieur, l'extérieur, le haut, le bas, on est dans un monde duel. Et en fait, le yoga, ça nous élève, en fait, ça nous donne une autre dimension, un autre regard, de voir un petit peu plus haut, de se dire, mais en fait, quand je m'ouvre à ce qui se passe dans cette exploration intérieure, je vois qu'en fait, c'est bien plus vaste que mon corps. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose où en fait, je vais au-delà de mon corps et je sens que je connecte avec l'autre. Et il y a une formule chez les Amérindiens qu'on utilise beaucoup dans les cercles, puisque moi je suis ce chemin depuis un certain temps, ce chemin des Amérindiens aussi, de la voie rouge. Et il y a une formule qui dit Aho mitakuyo yasin, et ça signifie à toutes mes relations. Et en disant ça, c'est de verbaliser, de mettre dans la matière le fait que oui, je suis moi, je dépose quelque chose qui m'appartient, mais je le dépose aussi pour la communauté et pour l'universel. Et je le dépose aussi pour guérir toutes mes relations. Et quand on dit toutes mes relations, c'est tous les règnes du vivant. Donc les humains, mais aussi les végétaux, les animaux, les éléments. Donc il y a vraiment cet aspect de créer une unité entre nous et le vivant en général. Et de se dire, en fait, on est tous ensemble et on travaille tous ensemble pour créer une harmonie et une santé globale. Complètement. Et ça, c'est quelque chose que tu as envie de diffuser justement via la pratique du yoga avec les personnes auxquelles tu donnes des cours ou qui viennent avec toi pratiquer. Oui, je pense que maintenant, c'est ce qui... même si je le dis pas forcément dans mes séances de yoga, tout ça, mais c'est ce qui transpire, c'est ce qui transparaît dans ce que je transmets dans mes séances, je pense, parce que parfois on n'a pas besoin de dire les choses, en fait. Il suffit juste de se relier à notre profonde intention. Et mon intention, c'est de créer, que les gens puissent connecter à cette unité et puis de sentir que ensemble, en se respectant d'abord soi, puis en respectant le monde du vivant, on peut aller dans une direction positive et bienfaisante, quoi. Ouais, complètement.
Et si tu veux nous en dire plus justement sur ce que tu organises, comment est-ce qu'on peut rejoindre tes cours de yoga, comment ça se passe, les événements à venir, ton actualité quoi. Mon actualité. Donc pour les cours de yoga, j'ai un site internet, bien sûr, j'ai les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Mais le site internet, donc c'est sur l'atelier yoga à Nice, vous allez me trouver. Bon, j'imagine que vous mettrez les références et tout ça. Et donc, pour vous inscrire au cours, il faut juste aller sur le site et vous inscrire. Super. J'ai fait un planning d'été qui commencera la semaine prochaine. Donc, c'est un petit peu différent. Moi, je suis un petit peu moins là. Je vais essayer de plutôt me mettre sur les événements dont on parlait tout à l'heure pour la suite de l'été et pour la rentrée. Mais on reste ouvert tout l'été. Donc, si vous voulez pratiquer le yoga, voilà. Je mets aussi des petits replays en ligne. Donc, si on est en vacances et tout ça, on peut aussi prendre une séance en replay. Donc, c'est comme si on était en studio. C'est une séance enregistrée d'une séance collective. Donc, voilà, c'est sympa aussi quand on part en vacances de pouvoir savoir qu'on peut avoir accès à ça. Ouais. On a une chaîne YouTube aussi où il y a des petites séquences un petit peu plus courtes gratuitement à disposition. Voilà, pour découvrir aussi. Donc ça, c'est pour les cours de yoga. Super. Et puis, pour les cercles de femmes, pour l'instant, j'ai pas encore posé les dates. Mais il va y avoir certainement un événement au mois d'août en collaboration avec une autre femme. Ok. J'en dis pas trop plus, mais ce sera assez créatif, assez joyeux. Et peut-être il y aura du cacao dans le coin. Moi, j'aime bien donner des cérémonies cacao aussi. Okay. Donc, on va peut-être faire quelque chose ensemble avec cette jeune femme avec qui j'ai beaucoup travaillé, mais que à distance, que j'ai jamais vue en vrai, et qui hier m'a envoyé un message en me proposant. Donc, du coup, on va certainement faire quelque chose. Trop bien. Et puis, je vais poser les dates pour les cercles de femmes mensuels pour à partir de la rentrée, à partir de septembre, tout bientôt. Super. Écoute, merci beaucoup Bonnie d'être venue sur le podcast. Merci à toi, merci beaucoup. Avec grand plaisir et puis je vous dis ciao et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.